Qu'est-ce qu'on entend par l'État-providence, par la protection sociale? Un petit peu de définition. La protection sociale, c'est les dispositifs, les politiques qui visent à protéger les personnes quand elles sont en difficulté, quand elles risquent de devenir pauvres, quand elles risquent de ne pas pouvoir trouver de travail, quand elles ont perdu un travail, quand elles n'ont plus de revenus. C'est l'ensemble des dispositifs de protection. Et vous voyez que je cherche à avoir une définition qui dépasse notre sécurité sociale. Bien évidemment, en France, la protection sociale, c'est d'abord la Sécu. La Sécu, c'est quoi? C'est quand je suis malade, je sais qu'on va me couvrir plus ou moins bien face aux coûts représentés par les soins. Notre Sécu, c'est quoi? C'est la retraite. Je sais que si j'ai cotisé suffisamment pendant ma carrière, je vais continuer de toucher un revenu. Mais on peut mettre dans la protection sociale l'assurance chômage, on peut mettre les politiques pour aider les personnes les plus en difficulté, et bien d'autres choses encore. Enfin, le dernier point que je voudrais faire, c'est un point historique. Notre système de protection sociale, le système français, la Sécu, elle est mise en place après la Seconde Guerre mondiale, et en fait un tout petit peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est des ordonnances du 4 octobre 1945 qui mettent en place notre système de sécurité sociale sur la base notamment des ambitions du plan du Conseil national de la résistance, et qui dit qu'il faut mettre en place un système de sécurité sociale qui doit garantir la sécurité du lendemain pour l'ensemble des citoyens. Et en fait, dans ce qu'on va mettre en place, c'est l'ensemble des travailleurs et leurs familles. On le verra, ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Mais ce qui est important, c'est la date, c'est 1945. Et mon propos aujourd'hui, il est travaillé par cette idée, c'est qu'on a mis en place un système à partir de 1945, qu'on a déployé dans les années 50, dans les années 60. Donc on l'a fait en fonction de l'état de l'économie, et de l'état de la société des années 50-60. C'est normal, hein, ils n'allaient pas anticiper ce qui se passait en 2017 quand ils ont fait la sécurité sociale. Mon message principal, il est de dire que si on veut penser l'avenir de la protection sociale, il faut réaliser que ce pourquoi il a été conçu, dans les années 50-60, le système y a parfaitement répondu. Le système remplit très bien les missions qui lui ont été confiées en 1945. C'était quoi ces missions? C'était de faire en sorte que si j'avais travaillé et que je ne pouvais plus travailler, soit pour des raisons temporaires, parce que je suis malade, parce que je suis au chômage, soit pour des raisons un peu plus durables, je deviens invalide ou je suis trop âgé pour travailler, eh bien dans toutes ces circonstances, j'aurai toujours un revenu. C'est ça la Sécu. La Sécu, à l'origine, c'est quelle que soit la situation, si je ne peux plus travailler de façon temporaire ou définitive, alors j'ai un revenu de remplacement. Et si je ne suis pas quelqu'un qui travaille, alors je suis l'épouse de celui qui travaille, je suis l'enfant de celui qui travaille, et grâce à mon association, à cette personne, je suis aussi protégé. D'accord ? C'est ça, notre sécurité sociale. Cette sécurité sociale, elle se pense dans un monde où il n'y a pas de chômage. Hein, la caractéristique des années 50-60, début des années 70, il n'y a pas de chômage. C'est le contraire qui se passe sur le marché du travail. Le marché du travail, il est tendu. Les employeurs cherchent des gens. Ils vont même en chercher au dehors de nos frontières dans les années 60 parce qu'on manque de main-d'œuvre. Notre système de protection sociale, il est créé dans une période où la famille moyenne, elle est composée de 3 enfants et demi. Notre système de protection sociale, il est pensé, il est développé dans un moment où il n'y a pas de divorce, où beaucoup de femmes sont au foyer et beaucoup d'hommes travaillent à temps plein, à l'usine, dans les services publics, dans quelques administrations, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça c'est le paysage. Enfin, le dernier paysage, bien sûr, c'est, bien sûr, mais on ne s'en rappelle pas très bien, mais l'espérance de vie en 1950. C'est 69 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. L'âge de départ à la retraite dans les années 50-60, jusqu'en 1981, c'est 65 ans. Donc, on a pensé un système de retraite pour des gens qui allaient mourir dans les 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après. Vous commencez à comprendre ma logique, là, sur cet exemple des retraites. Le monde a considérablement changé. Notre système de protection sociale n'a pas changé aussi vite que notre monde. Aussi bien notre monde économique que notre monde social.
Et la difficulté, c'est ce qu'on appelle, et moi je n'utilise pas en général ce terme, ce qu'on appelle la crise de l'État-providence, c'est une crise qui dure depuis 40 ans, non, c'est un ensemble de décalages. On a un état de la société, là, on pense notre système de protection sociale pour le soutenir, pour soutenir les individus dans cette société. Le problème, c'est que, vous voyez, désindustrialisation, globalisation, entrée des femmes sur le marché du travail, je vais revenir à tout ça, puis notre système de protection sociale, il court derrière. Voilà. Donc c'est ce que je vais appeler les décalages. Puis après, je vais vous proposer de voir quelles seraient les politiques qu'il faut mettre en place, non pas pour le faire disparaître, le libéraliser, le privatiser, le faire sauter, c'est pas ça, pour accélérer un peu cette course de rattrapage, hein, pour qu'il rejoigne un peu l'état de notre société. Mais pour bien rejoindre l'état de notre société, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est un diagnostic des difficultés actuelles, un diagnostic des problèmes sociaux. Si on veut savoir qui il faut protéger, il faut d'abord savoir qui ils sont en difficulté, et c'est ce que l'on va faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, vous voyez, ce que j'appelle les décalages, comment notre société peut un peu déplacer par rapport au monde au sein duquel, au moment auquel notre protection sociale a été pensée. Ensuite, je vais vous proposer des politiques que j'appelle avec d'autres, des politiques d'investissement social, qui viseraient justement à compléter notre système, à accélérer son rattrapage par rapport à l'état de la société, qui pourraient s'incarner dans ce qu'on a appelé avec deux co-auteurs, Hélène Périvier et Bernard Gazier, une nouvelle génération de droits sociaux. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle notre système existant, mais de mettre une deuxième couche de droits sociaux qui nous paraissent nécessaires aujourd'hui pour accomplir la modernisation de notre système de protection sociale, son ajustement au XXIe siècle. Alors, les décalages. Notre système de protection sociale est de plus en plus décalé par rapport aux évolutions économiques et sociales. On a une première chose, je vais vous montrer une courbe, un ralentissement de la croissance. Vous l'entendez, si ce n'est tous les jours, enfin, on espère faire 2,5% de croissance. Pour rappel, le taux de croissance économique moyen des années 50, 60, 70, c'est plus 5% par an. C'est-à-dire qu'une mauvaise année, c'est plus 3%, et une bonne année, c'est plus 7, plus 8, plus 9. Donc il y a moins de recettes qui rentrent, hein. C'est ça que ça veut dire, pour financer la Sécu, etc. La deuxième chose, c'est qu'on a une augmentation et une diversification des besoins sociaux. Alors, on va en reparler. C'est pas qu'il y a plus de pauvres, en fait, il y en a moins par rapport aux années 50-60, mais c'est pas les mêmes. Mais il y a aussi d'autres difficultés qu'on n'avait pas forcément dans les années 50-60, notamment des carrières de plus en plus interrompues, des carrières où il faut changer d'employeur, changer d'orientation, etc. Alors ça, c'est ce qu'on sait déjà, ça vous en entendez parler, de la précarité et de la retournement de la croissance. Mais en fait, structurellement, il y a des changements extrêmement profonds, puisque le premier, c'est la métamorphose de notre économie. Hein, je vous l'ai dit, dans les années 50-60, qu'est-ce qui tire la croissance? C'est Renault, c'est l'industrie automobile. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait disparaître des emplois? C'est Renault, c'est Peugeot. On ne crée plus d'emplois, ou très très peu dans l'industrie automobile. En revanche, on est dans une économie, en anglais on dit souvent knowledge-based, hein, vous voyez, fondée sur le savoir, fondée sur la qualification. Il y a de plus en plus de services, c'est dans les services qu'on crée des emplois aujourd'hui. Alors il y a des services très très qualifiés, que ce soit les inventeurs de logiciels, les architectes, les avocats, etc. Mais il y a aussi énormément de services qui sont très mal rémunérés, qui sont précaires aujourd'hui, mais qui se multiplient. Services aux personnes, la livraison, chauffeur Uber, vous en entendez parler, etc. Donc le numérique, évidemment, joue un rôle fondamental qui n'existait pas, qu'on ne pouvait pas penser dans les années 50, pour restructurer notre économie. Mais il y a aussi une métamorphose de la vie des gens. Les parcours de vie n'ont plus grand-chose à voir avec les parcours de vie typiques des années 50, 60, voire même des années 70. C'est quoi le parcours typique? C'était un parcours en 3 temps. Enfance, éducation, fin de l'école obligatoire 14 puis 16 ans, vie active quasiment immédiate. Beaucoup de gens ont commencé à travailler à 15, 16, 17, 18 ans. Vie active. Et puis, alors d'abord, à peu près 45 ans de vie active, quand vous avez la retraite à 65 ans, puis après ça se réduit, et puis retraite. Donc une vie active en 3 temps pour les hommes. Pour les femmes, c'était moins clair. Enfance, éducation, un début de vie active, beaucoup de femmes qui se retrouvent au foyer, et puis retraite aussi. Sachant que les femmes vivent plus longtemps à la retraite et doivent compter sur la retraite de leur mari et la pension de reversion pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a des choses nouvelles. Il y a ça, la jeunesse.
Je vais essayer de vous convaincre que la jeunesse, c'est un nouvel âge de la vie. Alors c'est bizarre parce que vous allez me dire, mais on a tous été jeunes. Ouais, mais si la jeunesse, ça consistait à sortir de l'école et trouver un boulot assez vite, aujourd'hui, entre la fin de la scolarité obligatoire, 16 ans, le premier emploi stable, 26 ans, la décohabitation, c'est-à-dire je quitte chez mes parents, 23 ans, le premier enfant, 31 ans. Vous voyez, entre 16 et 31, vous avez 15 ans maintenant. Et vous en avez entendu parler, c'est la galère. Pour tous les jeunes et pour certains, beaucoup, beaucoup plus que pour d'autres. Les femmes n'ont plus du tout le parcours qu'elles avaient, beaucoup plus de divorces, beaucoup plus d'emplois des femmes. Le problème, c'est que le type de carrière que les femmes ont aujourd'hui dans notre pays ne ressemble pas à celui des hommes, et pourtant la protection sociale continue de croire qu'il faut avoir un emploi à temps plein, sans interruption, pour avoir une bonne retraite. Donc les femmes ont 2 fois moins de retraite que les hommes, de droit direct en tout cas. Vous voyez, c'est des décalages, des choses se passent et la protection sociale a du mal à suivre. Bien, et puis le profil des carrières et des statuts change considérablement. Il y a de moins en moins de gens qui peuvent se dire « j'ai mon CDI à 18 ans et ça durera jusqu'à l'âge de la retraite ». De moins en moins. De plus en plus d'emplois, d'embauches se font sur des CDD de moins d'une semaine. La fameuse baisse de la courbe du chômage, auquel on assiste effectivement, c'est à coup d'emplois précaires, d'emplois notamment très courts. Donc des changements structurels auxquels il faut s'adapter. Alors le premier très grand changement, c'est qu'on vit beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'on ne vivait dans les années 50-60. Donc ça, c'est une façon de le représenter. Vous voyez, c'est la pyramide des âges de la France. Et ce que vous voyez là, c'est qu'on a du mal même à le représenter parce qu'en fait, il faudra la faire monter encore plus haut, la pyramide des âges, puisqu'on a de plus en plus de gens qui vivent au-delà de 85 ans. L'espérance de vie aujourd'hui, c'est en gros 86-87 ans pour les femmes et 78-79 ans pour les hommes. Si on a un départ à la retraite effectif, je ne regarde pas trop l'âge légal, mais à quel âge on part en retraite en France, à peu près à 61 ans, en gros, ça veut dire que vous allez avoir, pour les femmes, pas loin, de plus de 20 ans en retraite. Et pour les hommes, pas loin d'une quinzaine d'années en retraite. Ça fait quand même beaucoup plus de temps à payer les retraites, à financer les retraites. Et je vous rappelle, il y a moins de croissance qu'avant. Et il y a plus de chômage. La bonne nouvelle, c'est cette forme-là. Si je vous avais montré cette pyramide, ce qui s'appelle pyramide, qui n'a plus trop une forme de pyramide, pour l'Allemagne, vous auriez un trou là, et ça descendrait comme ça. Là. Pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Japon, pour la Corée. C'est-à-dire qu'on a un atout, c'est que les Français ont continué à faire pas mal d'enfants, même au plus creux, c'est-à-dire dans les années 90, 1,6, 1,7 enfants par femme. Et depuis les années 2000, vous le savez peut-être, on est les champions de la fécondité en Europe avec l'Irlande. Donc les familles font encore aujourd'hui à peu près 2 enfants. Le rapport entre le nombre de personnes jeunes et en âge de travailler et de retraités, il est moins défavorable qu'il ne le sera en Allemagne, en Italie, en Espagne. Sauf qu'il ne faut pas le rater, cet atout. C'est-à-dire qu'il faut bien doter nos enfants, nos jeunes, des moyens de travailler. Ça, je vais vous le dire, c'est ça l'investissement social. C'est ça un des enjeux majeurs, c'est les doter des capacités, des conditions qui font que non seulement ils sont là, mais en plus ils puissent travailler, donc bien vivre eux-mêmes, mais aussi payer et financer les retraites, la santé, etc. Alors ça, c'est le premier enjeu, et vous comprenez bien que ça ne sera pas possible de payer de plus en plus de retraites si on ne permet pas à tout le monde de travailler, pour payer les cotisations, pour payer les impôts, bien évidemment. Le deuxième enjeu qui est là derrière, vous l'avez compris, c'est qu'au-delà de 80 ans, statistiquement, vous avez un risque sur 2 ou un risque sur 3 de devenir ce qu'on appelle dépendant. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de personnes pour faire le ménage, faire les courses, s'occuper de vous, parce que vous n'êtes plus autonome. Et ça aussi, ce sont des besoins de financement, des besoins de services. C'est des choses qui coûtent de l'argent, et c'est ce qu'on appelle un nouveau risque social. Alzheimer, c'est pas nouveau, vous avez toujours entendu parler de personnes démentes. Le problème, c'est que maintenant, on vit beaucoup plus longtemps, beaucoup plus de gens vivent plus longtemps, et donc il y a beaucoup plus de gens qui arrivent jusqu'à l'âge d'avoir Alzheimer ou la démence. Et on a chiffré qu'il y aurait un besoin là, de 20 milliards d'euros dans une 10-15 d'années pour pouvoir faire face correctement à ce besoin-là, c'est-à-dire fournir des services, avoir des personnes qui accompagnent ou bien des places en résidence médicalisée pour permettre aux gens de s'en occuper. Donc le vieillissement de la population, c'est
double enjeu, plus de retraites à payer plus longtemps. En plus, les retraites sont plus élevées parce que les gens qui partent en retraite désormais ont eu de meilleures carrières que les personnes qui partaient en retraite il y a 20 ou 30 ans. Le risque de la dépendance. Et puis la troisième chose, c'est les dépenses de santé. S'il y a plus de gens âgés, il y a plus de gens en soins de santé, parce que c'est plutôt en fin de vie ou dans les dernières années ou la dernière décennie de sa vie qu'on consomme pas mal de soins de santé. Donc c'est un poids pour la protection sociale, mais n'oublions pas, parce que j'essaye quand même de garder les bonnes nouvelles, c'est pas une chose triste, c'est une bonne nouvelle. C'est la réussite première de notre système de protection sociale. Faire en sorte que les gens meurent beaucoup plus tard, c'est bien parce que les gens ont pu être soignés, qu'on a amélioré leurs conditions de travail. Donc il y a eu du progrès social. Faire en sorte qu'on puisse vivre mieux quand on est retraité, c'est bien grâce à la Sécu. La Sécu fournit des retraites tout à fait correctes aux individus, qui fait que la pauvreté, je vais le montrer, a considérablement baissé chez les personnes âgées. Donc en gros, on peut le dire comme ça, la Sécu est victime de son succès. Le succès de la Sécu, c'est on vit beaucoup plus longtemps, on vit mieux, on est mieux soigné. Et si vous voulez que je m'arrête là, il y a une solution, on arrête la Sécu, les gens deviennent pauvres et ils meurent beaucoup plus tôt et on n'a plus de soucis. L'allongement de la durée de vie, pour le résumer, c'est des retraites à payer plus longtemps, c'est la dépendance dont j'ai parlé, et c'est en plus le papy-boom. C'est de remplacer 2B par 2P, le baby boom, donc l'ensemble des enfants qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, qui étaient beaucoup plus nombreux qu'avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils prennent leur retraite maintenant. Voilà, ça a eu lieu il y a 60, 65, 70 ans, donc maintenant ils prennent leur retraite. Et c'est en gros une bosse de plus 30%. Il y a eu plus 30% d'enfants après 45, et à peu près pendant 20 ans. Et ça veut dire que pendant 20 ans, depuis 2005-2010, on va avoir plus 30% de retraités. Puis ça veut dire aussi qu'on aura plus 30% de personnes âgées dépendantes. C'est ça que ça veut dire, donc il faut y faire face. Plus de retraites meilleures à payer, un nombre plus élevé de personnes en fin de vie, et n'oublions pas aussi une mutation des pathologies, puisqu'on a de plus en plus de maladies chroniques, et ça nécessite aussi d'adapter notre système de santé. C'est pas forcément que ça coûte plus cher, et c'est là encore une bonne nouvelle. Avant, on mourait d'un certain nombre de choses, aujourd'hui, on vit avec. Voire on guérit. Pour le cancer, il y a eu d'énormes progrès qui sont faits, mais si vous regardez le diabète, si vous regardez ce genre de choses, maintenant on peut vivre avec, mais ça nécessite des soins, ça nécessite du suivi. Ça nécessite une chose, pour vous montrer les nécessaires mutations, ça ne nécessite pas plus d'hôpitaux. Ce n'est pas à l'hôpital qu'il faut suivre les maladies chroniques, ça nécessiterait plus de centres de santé, plus de médecine de ville, d'accompagnement. Donc là, il y a des mutations à organiser. Deuxième point majeur par rapport au changement fondamental vis-à-vis des risques pour lesquels la sécurité sociale est faite, c'est qu'on a aujourd'hui, et depuis longtemps maintenant, un chômage de masse et un chômage de longue durée. Donc ça, c'est le deuxième grand changement que vous connaissez bien, mais qui pose de sacrés problèmes, puisque d'un côté, il y a plus à payer lié au vieillissement de la population, mais de l'autre côté, s'il y a plus de chômage, il y a moins de gens qui payent des cotises. On avait un taux de chômage à 1,5% à la fin des années 50, au début des années 60. 1,5%. C'est-à-dire que c'est ce que les économistes appellent du chômage frictionnel. C'est juste le temps de me retourner. Allez, j'en ai marre, je quitte ce boulot. Et 3 mois, je cherche un peu, ça me prend 3 mois, et hop, je reprends quelque chose. On n'est plus du tout là-dedans. On tourne autour des 10%. Et surtout, ce qui est le plus inquiétant socialement, c'est le chômage de longue durée. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir du chômage. Regardons un peu l'évolution des dépenses de protection sociale. Là, vous avez les années 60. Là, vous avez le début des années 2010. Et en bleu, c'est les dépenses de retraite. Et vous voyez, les dépenses de retraite, c'était moins de 6% de la richesse nationale. Aujourd'hui, plus de 14% de notre richesse nationale est consacrée au financement des retraites. Et ce que je vous ai dit nous laisse croire que ça ne va pas ralentir. Même si les retraites vont être de plus en plus limitées, il y a eu des réformes qui font que les retraites ne vont pas augmenter, en tout cas, pour chaque individu. Mais vu qu'il y a de plus en plus d'individus, les dépenses de retraite vont continuer d'augmenter, c'est à peu près sûr. La deuxième ligne, là, c'est les dépenses de santé. D'accord ? On est parti de moins de 4% des dépenses de santé dans la population. On a fait des gros progrès. Les gens se sont mis à vivre de plus en plus longtemps grâce à ça. Vous voyez, aujourd'hui, on est pas loin de 9-10% de dépenses maladie à proprement parler, voire un petit peu plus quand on intègre d'autres choses. Et puis les autres domaines,
voyez, c'est plat, c'est stable. Les autres domaines, hein, c'est l'insertion, le logement, la famille, la lutte contre la pauvreté, c'est toutes ces choses-là. Vous entendez dans les débats actuels, des gens disent ah, mais s'il n'y avait pas les pauvres, ou s'il n'y avait pas les étrangers, ou s'il n'y avait pas, etc., on n'aurait plus de problème. Vous pouvez supprimer tout ça, ça ne vous résoudra pas cette augmentation-là. Le problème, c'est qu'il faut trouver des moyens de faire rentrer plus d'argent pour financer tout ça, donc de résoudre le problème du chômage, de l'emploi. Mais vous pourriez supprimer tout ce qu'on fait pour les pauvres, des gens qui ne proposent pas exactement ça, mais enfin de réduire beaucoup, ça ne vous résoudra pas votre problème de financement de la Sécu. On vient de voir le changement social, d'accord ? On a vu vieillissement de la population, on a vu chômage. Rappelons aussi le changement de contexte économique. Ça, c'est le taux de croissance. En rouge, vous voyez un peu l'évolution. Je vous l'ai dit, on passe d'un taux de croissance qui n'était pas loin de 5% dans les années 60 à un taux de croissance qui n'est pas à 0, mais qui est à 1, 1,5 depuis un sacré bout de temps. Donc l'argent, il rentre moins vite. Et ça, c'est important parce qu'on a l'impression, quand on parle du trou de la Sécu, on a l'impression que c'est nouveau, le trou de la Sécu. Pas tout à fait. Les dépenses de santé, par exemple, dans les années 50 et 60, elles augmentaient de plus 6% par an. Sauf qu'il y avait la croissance de plus 5%, donc ça ne se voyait pas. On avait de quoi financer cette augmentation. Aujourd'hui, quand vous avez une augmentation des rentrées, parce que la croissance économique est à 1,5%, si les dépenses de santé, elles augmentent de 2,5%, c'est-à-dire 2 fois moins que dans les années 50, vous avez quand même un déficit, parce qu'il y a moins de croissance économique. C'est le chômage, donc voilà ce que je vous disais. Donc on est là en 1967, on est à 2,2, on était même à un peu moins que ça au début des années 60. Et puis vous voyez ce qui se passe à partir du milieu des années 70. Le chômage augmente et puis on tourne autour de 10% depuis le milieu des années 80. Et on a du mal à vraiment descendre. Alors je ne m'amuse pas trop à faire de comparaison aujourd'hui, mais vous avez entendu dire qu'il y a des pays aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, ou la Suède, ou l'Allemagne, donc des pays très différents du point de vue de leur politique sociale, qui arrivent à être sous les 5% de chômage. Et je répète encore une fois, c'est aussi bien les États-Unis que la Suède que l'Allemagne. C'est-à-dire des pays dont les solutions ont été très différentes. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il y a une solution. Je ne pense pas qu'il y ait une solution. Il faut qu'on trouve la nôtre. Mais en tout cas, il y a des solutions. Visiblement, d'autres pays peuvent y arriver. Ça, c'est le trou de la Sécu dans les années 2000. Vous voyez, c'est en vert, mais ça devrait être plutôt en rouge. C'est descendu pas mal. Je voulais juste souligner une chose, c'est qu'on dit souvent que c'est à cause de la crise de 2008. Non, avant la crise de 2008, on avait moins 11, moins 12, moins 13 milliards. Depuis 2012-2013, ça s'est réduit. On a là un tableau, les prévisions montrent que ça se réduit de plus en plus. On prévoit effectivement un retour quasiment à l'équilibre de la sécurité sociale. Et quand je dis on prévoit, c'est vrai. Hollande peut se targuer indéniablement d'avoir quasiment résorbé le déficit de la sécurité sociale. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir une aussi bonne protection sociale. Parce que si on arrive à résorber le trou de la Sécu alors qu'on a plus de besoins et moins de croissance, ça veut dire, c'est ce que j'ai mis là, il est possible qu'on soit obligé, si on n'arrive pas à changer le contexte économique, à changer le chômage, etc., à baisser la couverture. Baisse des retraites, alors j'ai mis un point d'interrogation, non, elles vont baisser dans 15 ans. Dans 15 ans, les retraites vont baisser, non pas parce que le gouvernement va les baisser, parce que je ne suis pas devin, mais parce que les carrières des gens qui partiront en retraite dans 15 ans sont beaucoup moins bonnes que les carrières des gens qui partent en retraite en ce moment. Les gens qui vont partir dans 15 ans, ils auront été beaucoup sur le marché du travail dans les années 80-90, quand le chômage a augmenté. Donc ils ont eu des périodes de chômage, des périodes où ils n'ont pas pu cotiser, donc obtenir de droits. Notamment quand je dis les gens, pensons aux gens peu qualifiés, aux femmes, qui auront eu beaucoup d'interruptions et qui donc verront leur retraite baisser. Donc c'est déjà un peu programmé. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un peu plus tard. Ce qu'il faut bien comprendre pour changer les conditions économiques, justement pour faire en sorte qu'on retrouve plus d'emplois, moins de chômage, plus de rentrées de cotisations sociales, je crois qu'il faut comprendre les métamorphoses de l'économie. Aujourd'hui, dans notre économie, le savoir, les qualifications, aujourd'hui sont tout à fait centrales pour innover, pour créer de la croissance, créer de nouvelles activités, et donc pour les individus pour trouver un emploi. Vous le savez bien, pour tous les parents et grands-parents qu'il y a dans cette salle, vous avez poussé vos enfants à faire des études.
Pourquoi ? Parce que vous savez que s'ils avaient des diplômes, ils avaient plus de chances d'avoir du boulot. La deuxième caractéristique, c'est que aujourd'hui, seulement 12-13% des emplois se font dans l'industrie manufacturière. Tous les autres emplois sont dans les services et un tout petit peu dans l'agriculture. D'accord ? Donc, sauver l'industrie, ouais, mais on va quoi ? On va rajouter 1 ou 2% d'emplois. C'est pas sûr que ce soit ça qui génère les emplois. Et surtout, comprendre que l'industrie aujourd'hui, c'est pas faire des 2 chevaux. Si vous faites des 2 chevaux, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Les grands industriels français, allemands, etc., ont bien compris ce qu'il faut, c'est faire des produits sophistiqués, différenciés, dans lesquels il y ait en fait beaucoup de services. Services incorporés. Regardez les voitures aujourd'hui, comment elles sont compliquées, combien il y a du logiciel dedans, combien il y a du service incorporé. En fait. Et puis, vous voyez bien que là où on crée des emplois, Amazon crée des emplois, Deliveroo crée des emplois, et vous avez entendu parler du fait, Uber crée des emplois, que ce n'est pas des emplois comme avant. Pas les mêmes contrats de travail, ce n'est pas les mêmes conditions, etc. Donc la révolution numérique et la révolution de la robotisation changent beaucoup de choses. Beaucoup d'emplois sont et vont être remplacés par des ordinateurs, par des robots. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? Est-ce qu'il reste de la place pour le travail humain ? Ça, c'est une des questions fondamentales qui se posent à nous aujourd'hui et plus encore demain. En tout cas, ce qui est clair, j'ai mis des courbes ici, c'est que vous voyez, cette courbe verte, c'est qu'aux États-Unis comme en Europe, là où on crée des emplois, c'est dans les services. Le bleu, c'est les emplois industriels. Vous voyez que ça stagne aux États-Unis, ça baisse en Europe. Et puis, le primaire, donc c'est l'agriculture, forêt, pêche, etc., ça n'a fait que baisser. Quand on regarde un peu où est-ce qu'on crée des services, qu'on oublie un petit peu de dire dans cette campagne, c'est que c'est d'abord des services sociaux, des services à la personne. Vous voyez ? Aux États-Unis comme en Europe, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois. Et en fait, ça ne vous étonne pas, je vous ai dit de quoi on a besoin, de s'occuper des personnes âgées dépendantes. Je vais dire aussi de s'occuper des enfants, de s'occuper des autres. C'est plein d'emplois. Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Si on sait valoriser ce type d'emploi, si on sait dire que c'est des emplois extrêmement importants. Mais vous entendez bien qu'on ne vous en parle jamais, donc on ne les valorise pas, ce type d'emploi. Après, c'est les autres services marchands, donc le commerce notamment, qui compte. Et là, vous avez le digital, là, vous avez le numérique, etc., télécom et autres industries de la communication. Et vous voyez les emplois d'industrie manufacturière baissent, mais les autres emplois industriels baissent aussi, et l'agriculture baisse un peu partout. En France, nous sommes un des pays où l'agriculture occupe le plus de gens par rapport aux autres pays européens, et un secteur tout à fait fondamental. De quoi on a besoin pour occuper ces emplois ? On a besoin de compétences. On a besoin de capacités d'innovation. Vous remarquerez que vous ne verrez jamais écrit le mot de diplôme. Au sens où il n'y a pas que les diplômes. Quand je parle de qualification, quand je parle de compétences, ça s'acquiert de plein de façons possibles, y compris l'expérience professionnelle, etc. Mais il y a besoin de savoir-faire, il y a besoin de compétences. Alors, pour l'illustrer, je cite le fameux rapport Gallois. Vous savez, le rapport Gallois, qui est au début de ce quinquennat, qui a justifié un certain nombre de politiques économiques. C'est quoi les politiques économiques qu'on a fait au nom de Gallois ? On a baissé le coût du travail. On a fait le CICE, on a donné des sous aux entreprises pour leur dire ça vous coûtera moins cher d'employer des gens pas très qualifiés. Moi, je crois que ce n'est pas ça qu'il a dit, Gallois, en fait. Ce qu'il a dit, c'est 1. L'éducation est à la base de la compétence d'un pays. Donc c'est crucial, l'éducation. C'est fondamental. Mais ce qui n'est pas bien dit là, c'est l'éducation de qui ? Est-ce que c'est de tout le monde ou seulement des meilleurs ? Ça pose un vrai problème pour la France. Nous avons un excellent système pour trier les meilleurs élèves, pour sélectionner les meilleurs élèves et pour leur faire suivre une voie d'élite. Mais élite, ça dit bien, c'est pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de gens qui vont à Sciences Po. Pas beaucoup de gens qui font l'ENA, qui font Normal Sup, etc. Si l'ensemble de l'économie est fondé sur les qualifications, est-ce que c'est une bonne idée de n'avoir que quelques élites ? Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de l'accès aux compétences de tout le monde ? Ça, on ne sait pas bien faire. C'est à l'école qu'on peut acquérir des choses. Mais notre école, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour dire, toi, tu es bon, toi, tu n'es pas bon, donc tu vas dans les bonnes classes, tu ne vas pas dans les bonnes classes. C'est normal. Notre système, il date de Napoléon Ier. Ce qu'il voulait, c'est une petite élite pour diriger une grande masse de paysans qui ne devaient pas trop réfléchir parce qu'il fallait qu'ils aillent se faire entretuer dans les guerres de conquête napoléoniennes. Le problème, c'est qu'on a gardé cet esprit-là,
Mais ce n'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. Si tout le monde n'a pas les compétences, il y a plein de gens qui n'auront pas de chance dans la vie et qui donc seront en risque de pauvreté, de ne pas trouver des emplois. C'est ça que ça veut dire. Une économie fondée sur les qualifications, si je n'ai pas les qualifications, alors il y a très peu de chances que j'ai un bon emploi. Les entreprises innovantes exportent plus que celles qui n'innovent pas et leurs exportations croissent plus rapidement. Il y a besoin d'innovation, de sophistication dans notre industrie, dans nos services, dans notre agriculture. Est-ce qu'on est dans la qualité, dans l'innovation? Ça, c'est la condition. Vous le savez très bien. Les Allemands, ce n'est pas des 2 chevaux qu'ils exportent. C'est bien des voitures super sophistiquées. La troisième point, c'est d'arrêter de produire des 2 chevaux et de produire des choses de meilleure qualité, de plus grande innovation. Donc d'organiser une montée en gamme, c'est ce que dit Louis Gallois, et ça suppose un effort considérable de productivité, d'innovation, de qualité de nos services. Le problème, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de monter en qualité. Regardez, ça c'est la dépense brute de R&D. R&D, vous savez, c'est recherche et développement. Donc combien d'argent on consacre à payer des gens, à inventer des nouveaux process, inventer des nouveaux produits, inventer de nouvelles façons de faire. Bien, en bleu tout là-haut, c'est la Finlande, c'est la Suède. Pays nordiques, ils sont, vous voyez, au-delà de 3,5%. Alors vous ne le savez pas, mais Spotify, le Gore-Tex, tout un tas de machins, ça vient de là-haut. Des innovations, des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire. Ensuite, il y a l'Allemagne. Et vous voyez, l'Allemagne, elle a compris, entre 1998 et 2012, ce que c'était qu'une économie fondée sur les compétences et l'innovation. Vous voyez, elle est passée de 2,5% d'investissement dans la recherche et développement à 3%. Et puis après, il y a la France. Eh bien, on n'a pas fait l'effort. Et on ne fait pas l'effort. Alors, on est quand même la 5e puissance économique mondiale. Évidemment, on n'est pas un pays en développement, on n'est pas non plus dans la situation des pays d'Europe du Sud que vous avez après, mais vous ne voyez pas la progression qu'on a en Allemagne pour rattraper. Et c'est ça, pour moi, pour beaucoup d'économistes, pour beaucoup de spécialistes, l'explication de nos pertes de parts de marché. Vous savez qu'on perd des parts de marché, on arrive de moins en moins à vendre différentes choses en France et à l'étranger. Parce que, par comparaison, on reste cher, mais il n'y a pas la plus-value, qualité, innovation, etc. Alors, ce n'est pas vrai pour tout. Il y a le luxe, par exemple. Il y a, encore une fois, l'agricole. Il y a Renault qui vient de faire des efforts, et Peugeot aussi, de monter en gamme. Ça commence à se voir, et on voit effectivement que ça va mieux. Hein, vous avez peut-être vu ça. Mais ce n'est pas généralisé. La montée en gamme, en qualité, n'est pas forcément généralisée. Alors non seulement on ne fait pas les efforts sur recherche et développement, mais on ne fait pas non plus les meilleurs efforts sur le taux de scolarisation des 15-29 ans, c'est-à-dire combien il y en a qui vont à l'université. Il y a moins de la moitié de nos jeunes qui vont en enseignement supérieur. Vous retrouvez les mêmes ici. Danemark, Finlande, Pays-Bas, Luxembourg, Suède, Allemagne. Ils sont au-dessus de 50%. Il n'y a pas de secret. Si l'économie elle est fondée sur les compétences, il faut donner des compétences aux enfants, aux jeunes. Mais pas seulement à une petite élite, à tout le monde, au plus de gens possible. Et c'est ça le social. Le social, c'est les inégalités. C'est est-ce que tout le monde y a accès ou pas? On a vu les vieillissements de la population, le chômage de masse, les transformations de l'économie, le besoin de qualification. Je vais terminer en regardant les nouveaux risques sociaux. Qui aujourd'hui a le plus besoin d'aide? Et le message, il est que ceux qui ont le plus besoin d'aide ne sont pas ceux qui reçoivent le plus d'aide aujourd'hui en France. Voilà, le message, il est là. La pauvreté a changé de physionomie. La jeunesse est un âge de la vie de plus en plus difficile. L'entrée des femmes sur le marché du travail est un phénomène fort, mais il ne se fait pas dans les mêmes conditions que les hommes. Et nous avons de plus en plus de familles monoparentales. C'est là qu'est la pauvreté aujourd'hui. Les femmes seules avec enfants sont pauvres. Pas toutes, mais beaucoup. Et puis on a un problème persistant d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et c'est un problème social. La pauvreté a changé de physionomie. La moitié des pauvres ont moins de 30 ans en France aujourd'hui. La moitié des pauvres ont moins de 30 ans aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la physionomie de la pauvreté des années 50. Tous les pauvres étaient des vieux dans les années 50. Ce n'est plus le cas. La pauvreté, elle a baissé, mais surtout elle s'est déplacée de la vieillesse vers la jeunesse. 54% des pauvres sont des femmes. Les femmes sont plus pauvres que les hommes. Ça fait quand même un différentiel de 300 000 personnes. Une forte proportion des familles monoparentales est pauvre.
Si vous vous rappelez, donc, dans les années 50, la figure du pauvre, et ça faisait longtemps, c'était une personne âgée. Avec Coluche, dans les années 80, la figure du pauvre, c'est le SDF, le chômeur de longue durée. D'accord ? On s'est vite aperçu que c'était une image fausse. C'était plutôt des familles très nombreuses avec enfants, et surtout des familles monoparentales. Si vous voulez avoir une bonne image de qui est le plus à risque de pauvreté, eh bien pensez à une femme seule, avec 2 ou 3 jeunes enfants, et cette femme elle-même est au chômage. Pourquoi ? Parce qu'elle est, 1, non qualifiée, non diplômée, et 2, parce qu'elle ne peut pas chercher du boulot, parce qu'elle a des enfants et elle n'arrive pas à trouver une place en crèche ou à trouver de quoi s'occuper de ses enfants pendant qu'elle cherche du travail. Les faiblement qualifiés sont plus souvent pauvres au chômage que les autres. Donc là, on reparle de l'importance de la qualification. Les taux de pauvreté des personnes sans diplôme est de 10,9%, alors que c'est 3,3% pour les Bac+2, si on prend un taux de pauvreté à 60% du revenu médian, qu'importe cette façon de compter. Ce qui est important, c'est la différence. Vous avez bien fait de pousser vos enfants à faire des études, c'est leur donner la première des garanties sociales, des protections sociales. Ils auront beaucoup moins de risques d'être pauvres. Le problème, quand je dis ça, c'est que vous avez cru que s'ils font des bonnes études, ils auront des bons boulots, comme dans les années 50-60. Le problème, c'est que c'est des moins bons boulots avec les mêmes diplômes. Oui, parce qu'il y a plus de gens qui ont le diplôme. Donc, avec un master aujourd'hui, on n'a pas le boulot qu'on avait avec un master, enfin avec une maîtrise, dans les années 50-60. D'accord. Mais ça reste une très bonne garantie contre la pauvreté et contre le chômage. Et les personnes sans qualification sont 4 fois plus au chômage que les personnes qualifiées. Les études, la qualification, c'est la première des protections sociales. La première des garanties aujourd'hui pour avoir un boulot à peu près correct. C'est qui les pauvres ? Ça, c'est le Secours catholique qui nous dit c'est d'abord les familles monoparentales. Vous voyez, plus de 30%, c'est les pauvres qui vont au Secours catholique, qui vont demander. Et puis ensuite, c'est les couples avec 3 enfants ou plus. Ça, c'est l'ensemble des personnes qui vont le voir. Les couples sans enfants sont en général moins pauvres que les autres et ont moins besoin d'aller au Secours catholique. Alors, je vais vous montrer ça parce que pour moi, c'est la meilleure des illustrations de ce déplacement de la pauvreté. Vous voyez, ça, c'est la pyramide des âges française. Et ça, c'est la pyramide des âges des gens qui ont besoin d'aller au Secours catholique. Vous voyez, il y en a des personnes très âgées, mais pas beaucoup. En revanche, il y a plein d'enfants et plein de leurs parents qui sont obligés d'aller au Secours catholique parce qu'ils sont dans une extrême pauvreté. Et il est important de noter que quand la pyramide était inversée, c'est-à-dire que quand c'était les personnes âgées qui étaient pauvres, il fallait faire quoi ? Principalement donner de l'argent. Une fois que vous êtes à la retraite, on ne va pas vous dire « tiens, tu vas reprendre un boulot pour plus être pauvre ». En revanche, quand c'est ici qu'on a la pauvreté, il ne suffit pas de donner de l'argent. C'est évidemment bien important. Je suis en train de parler du revenu universel. C'est évidemment important de donner de l'argent, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi donner les qualifications, il faut aussi accompagner les mères seules qu'on s'occupe de leurs enfants pendant qu'elles cherchent du travail et pendant qu'elles bossent. Vous comprenez, il ne suffit pas de donner de l'argent pour résoudre ces problèmes-là. Bien sûr que c'est nécessaire, bien sûr que c'est totalement indispensable. Et ça, on ne le fait pas assez, notamment pour les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas le droit au RSA. Notamment pour les enfants pauvres. Visiblement, on ne leur donne pas assez. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a encore 40 ans, 50 ans de vie à faire. Et il faut être équipé, il faut avoir les bagages pour ça. Fin de scolarité obligatoire, 16 ans, je vous l'ai dit, premier enfant, 28 ans et demi, premier CDI, 28, 29 ans. Une entrée de plus en plus difficile sur le marché du travail. Les premières victimes de la crise, quand on a eu la crise, le taux de chômage des jeunes, il a explosé. On est à 25% aujourd'hui, le chômage des jeunes en France. Normalement, quand on dit c'est 25%, on croit que c'est l'Espagne ou l'Italie. Non, en France, 25% des jeunes sont au chômage aujourd'hui. Plus de 50% des jeunes de 15 à 24 ans qui travaillent sont en CDD. Donc la précarité, ce n'est pas pour tout le monde. C'est d'abord et avant tout pour les jeunes. Et le problème, c'est qu'on pourrait dire, c'est pas grave, ils sont jeunes, ça ira mieux après. Non, ça va pas mieux après. C'est de plus en plus long de trouver un emploi. C'est de plus en plus difficile de trouver un logement. Vous savez que les prix de logement ont explosé, donc c'est de plus en plus difficile. Et ça ne se rattrape pas. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Tous les petits contrats en CDD que j'ai eus, jamais ils ne se traduiront en bon droit à retraite. Tous les emplois précaires que j'ai eus, il n'y avait pas de mutuelle. Donc j'ai eu plus de maladies, et donc j'aurai moins d'espérance de vie. Ce qu'on appelle la scarification. Scar, vous savez, en anglais, c'est les cicatrices. Tout ce qui m'est arrivé de pas bien quand j'étais jeune, ça va me laisser des traces sur ma protection sociale, sur ma santé, sur mon espérance de vie. Donc ne pensons pas ça ira mieux demain pour les jeunes.
Et le problème, et c'est pour ça que j'y passe du temps, le problème c'est que notre protection sociale, elle n'est pas faite pour protéger des gens qui n'ont pas encore travaillé. Parce que c'est ça le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas encore travaillé. Et notre protection sociale, elle dit quoi ? T'as pas cotisé, t'as pas de droit. Parce que vous vous rappelez ce qu'on a vu en 1945, la sécurité sociale, c'était quoi ? Je travaille, je paye des cotisations, et si je ne peux plus travailler, alors j'ai une garantie. Oui, mais moi, j'ai jamais travaillé encore. Tant pis, tu reviens. Mais c'est ça aussi sur le marché du travail. Votre CV, il est super intéressant, mais il faut avoir une première ou une deuxième expérience. Quand est-ce qu'ils peuvent rentrer ? Quand est-ce qu'ils peuvent mettre le doigt dans l'engrenage positif ? Il y a un enjeu phénoménal. Et c'est un enjeu de protection sociale, c'est un enjeu de politique sociale. Bien évidemment, vous voyez là, c'est les taux de chômage selon l'âge et le sexe, vous avez compris, le bleu, c'est les jeunes, ça c'est les autres, et les petits pointillés, c'est les femmes. C'est toujours pareil, les femmes, c'est toujours un peu plus grave que les hommes, les jeunes, c'est toujours plus grave que les adultes ou les vieillissants. Ça, c'est le temps pour trouver un emploi. 30% des jeunes trouvent un emploi presque immédiatement après l'école, mais vous avez 33% des jeunes aujourd'hui, dans la génération qui est sortie des études en 2010, pour qui ça prend plus de 12 mois. Et ça va prendre pas mal de temps, et ça sera du CDD, etc. Donc, pas tous les jeunes, mais beaucoup de jeunes. Et ça se traduit par les jeunes, les moins de 18 ans, les 18 à 29 ans sont parmi les plus pauvres dans notre pays. Et parmi les jeunes, c'est en particulier les non qualifiés et peu qualifiés qui sont les plus en risque de chômage. Donc on a bien la jeunesse, plus l'absence de qualification, plus être une femme, et vous avez le cumul des handicaps. Un des exemples qui montre qu'on s'occupe moins bien des jeunes dans notre pays que d'autres, c'est combien de jeunes sont couverts par la protection sociale, ont un revenu quand ils font des études, presque 100% dans les pays du Nord, mais aussi en Angleterre, en Suède, et en France, moins d'un tiers. Voilà, vous avez là des explications d'un système qui n'accompagne pas suffisamment notre jeunesse, qui dit c'est aux parents de s'occuper de leurs enfants et je vous aide un petit peu à vous en occuper. Deuxième grand enjeu, l'égalité homme-femme ou les inégalités hommes-femmes, qui sont des inégalités sur le marché du travail, qui sont des inégalités sociales qui se traduisent par une moins bonne couverture, par plus de maladies, par plus de difficultés sociales et donc par des taux de pauvreté pour les femmes seules avec enfants. On regarde les taux d'emploi des femmes. On pourrait dire qu'il y a eu un gros progrès. Les femmes travaillent quasiment autant que les hommes. Ouais, sauf qu'elles travaillent beaucoup plus à temps partiel. Le temps partiel, c'est les femmes qui sont à temps partiel. Or, dans notre système de protection sociale, quand vous êtes à temps partiel, vous touchez beaucoup moins de retraite. Vous touchez probablement pas de mutuelle, par exemple. Les écarts de salaire, 19% en défaveur des femmes pour les personnes travaillant à temps complet et 23% pour les cadres. Donc il y a toujours un écart de salaire, notamment parce qu'elles sont plus à temps partiel, parce qu'elles ont moins de responsabilités, mais aussi parce qu'il y a toujours des discriminations. Et pourquoi il y a des discriminations ? Parce que si notre système de protection sociale ne propose pas de s'occuper des enfants, des crèches, des garderies, des choses comme ça, si notre système de protection sociale ne propose pas de prendre en charge les personnes âgées dépendantes, qui est-ce qui le fait ? Les femmes. Et donc elles ne peuvent pas avoir une carrière complète, et s'occuper des enfants, et s'occuper des handicapés, et s'occuper des personnes âgées dépendantes. Quand je dis qu'il y a des besoins nouveaux de prendre en charge les enfants, les personnes âgées dépendantes, si on ne le fait pas, c'est les femmes qui en sont victimes, dans leur capacité à avoir une carrière, dans avoir des revenus. Vu le taux de masculinité de nos élus, ces problèmes-là, ils n'arrivent pas à émerger. On s'en fout, c'est un problème de femmes. Même, parfois, ils disent que c'est un problème de bonnes femmes. Les crèches, vous voyez, je vous parle de crèches, je vous parle d'écoles, je vous parle des jeunes. Ce qui est important, c'est combien on a de sous-marins nucléaires, est-ce qu'on va faire la guerre, etc. C'est ça, ce qui compte pour l'élection présidentielle. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est ce qui compte pour l'avenir de notre pays, c'est qu'on s'occupe correctement de tous nos enfants, qu'on s'occupe bien de ceux qui s'en occupent, les emplois sociaux, les emplois personnes, et on aura fait d'énormes progrès sociaux et économiques si on arrive à faire ça. 30% des emplois occupés par les femmes sont peu qualifiés contre 19% pour les hommes. Donc on a là un enjeu très fort. Et du coup, si on ne résout pas tous ces problèmes, ça se traduit au moment de la retraite, mais même avant, au moment des carrières, avec beaucoup moins de choses pour les femmes que pour les hommes. Est-ce qu'il y a des solutions à ça ? Alors, moi, je pense que déjà, j'ai accompli mon boulot de vous dire, voilà les grands enjeux, mais est-ce qu'il y a des solutions à ça ? Moi, je crois qu'il y a une solution autour de la stratégie d'investissement social, c'est-à-dire des politiques qui ne vont pas attendre que les personnes soient en difficulté pour les aider, ce que fait notre système aujourd'hui, mais des politiques qui visent à
équiper les individus, préparer les individus, les soutenir avant, de façon à ce qu'ils rencontrent moins de difficultés, qu'ils soient mieux équipés. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'investissement, faire des choses pour et avec les individus avant qu'ils soient sur le marché du travail, avant qu'ils ne rencontrent les difficultés pour qu'ils soient mieux équipés. Et donc, il y a la volonté, avec l'investissement social, de répondre en même temps aux contraintes et aux mutations économiques et aux nouveaux besoins sociaux dont on a parlé. Donc, des politiques qui vont développer des services, développer des qualifications, développer les capacités des individus, et qui donc vont leur permettre de trouver plus d'emplois et de résoudre aussi peut-être en partie notre problème de chômage et de difficultés aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de répondre en même temps aux besoins sociaux des jeunes, des enfants, des femmes seules avec enfants, à s'occuper des personnes dépendantes, et en même temps investir dans les capacités des individus, leur capital humain, leur niveau de compétences. Le slogan, ça serait prévenir, anticiper, préparer pour avoir moins à réparer. D'accord ? Si les gens sont mieux formés, si on s'occupe des personnes dépendantes, chacun peut mieux travailler, plus travailler. C'est quoi les politiques qu'il faudrait développer plus qu'on ne le fait en France ? C'est d'abord les réaménagements des congés parentaux. Les pères les prennent très très peu, les mères les prennent, et souvent les mères non qualifiées les prennent et les prennent très longtemps, trop longtemps. Beaucoup de congés parentaux, c'est 3 ans. Quand vous êtes parti du marché du travail 3 ans, il ne faut plus espérer avoir une carrière. Donc est-ce qu'il ne faut pas les raccourcir, mieux les rémunérer, faire en sorte qu'on les partage mieux entre le père et la mère, parce que beaucoup de choses se passent, vous savez, avant 6 mois, c'est Françoise Dolto qui nous disait, dans la vie d'un couple, le fait d'arriver dès le début à partager mieux les tâches, ça va faire en sorte que quand l'enfant est malade, quand il y a une difficulté, et le père et la mère s'en occuperont. Et donc le patron arrêtera de penser, cette femme, je ne peux pas compter sur elle parce qu'elle partira à 17h, parce qu'elle s'arrêtera tout le temps, parce que c'est elle qui s'occupe des enfants. Ça, c'est important pour l'égalité. Des services publics de la petite enfance, que tous les enfants aillent en crèche. Pourquoi c'est important ? Parce que les mamans et les papas peuvent, pendant ce temps-là, chercher, trouver du travail et travailler. Mais aussi pour les enfants, parce que c'est à 1 an, à 2 ans qu'on développe les capacités à apprendre, les capacités à interagir avec les autres, à se développer, et que, suivant le milieu social dans lequel on est, on n'a pas forcément le même environnement. Et donc, le même environnement, on n'a qu'à le recréer pour tous les enfants, dans les crèches. Voilà. Or, seuls 13% de nos enfants de 1, 2 ou 3 ans vont en crèche, et c'est en général les enfants des classes moyennes et supérieures. Et c'est très bien. Mais ceux qui en ont aussi beaucoup besoin, ils n'y accèdent pas. Promotion scolaire pour tous, l'école élitiste n'est pas la réponse à nos économies d'aujourd'hui. Et donc il faut une réussite, une promotion scolaire pour tout le monde, la réussite de tout le monde. Ce qui nécessite de changer les pédagogies, de changer la façon d'aborder les choses. Dans les pays scandinaves, dont je vous rebats les oreilles, mais en Allemagne aussi, il n'y a pas de notes avant l'âge de 11 ou 12 ans. Il n'y a pas besoin de classer les élèves avant un certain temps. Il faut juste être sûr qu'ils ont acquis les choses. Et se mettre en pédagogie disponible aux enfants pour qu'ils apprennent. Et non pas dire, toi, t'es nul, t'arrives pas à apprendre. Non, c'est le prof qui est nul s'il n'arrive pas à apprendre. Faut inverser le truc. Amélioration des conditions de travail. Si vous voulez que les gens travaillent jusqu'à 64, 65 ans, il faut peut-être mieux que les conditions de travail soient pas usantes, fatigantes, etc. Donc c'est la version positive de la chose. Autonomie et apprentissage permanent dans les entreprises. Ça, c'est tout à fait important. Il y a beaucoup trop d'endroits, de secteurs dans lesquels on n'acquiert pas de formation. Et donc vous êtes là, votre carrière c'est ça, et puis de plus en plus vous savez qu'un jour la boîte elle va fermer, et vous n'avez jamais été formé, vous ne savez rien faire d'autre. Il n'y a pas d'opportunité. C'est important de pouvoir accéder à de l'autonomie pour pouvoir passer à un autre job, passer à un autre secteur, d'avoir des formations pour pouvoir passer à un autre secteur dans une économie qui ne cesse de bouger. Enfin, formation et requalification tout au long de la vie. On a une idée en France qu'il y a la formation initiale, on a son diplôme, et après c'est fini. Les robots, les progrès technologiques, les nanotechnologies, les progrès médicaux, etc. Tout ça, ça bouge tout le temps. Comment peut-on imaginer que ce qu'on a appris quand on avait 20 ans va suffire à alimenter une carrière pendant 40 ou 45 ans ? Non, tout le monde a besoin de formation permanente. Le problème, c'est que les déjà qualifiés ne cessent de se former. Accès de formation. Quand vous regardez qui va en formation, c'est les gens déjà formés. Et ceux qui en ont le plus besoin, ils n'accèdent pas aux formations. Or, on en a besoin aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut, je l'ai dit,
créer de meilleurs emplois de service à la personne, puisqu'on crée des emplois de service à la personne, mais ils sont mal rémunérés, ils sont à temps partiel, ils sont sans protection sociale complémentaire, sans formation. Qui les occupe? Des femmes. Pas de surprise, on est toujours là. Or ça, c'est crucial pour ces femmes qui occupent ces emplois, mais pour notre société tout entière, puisque vous l'avez vu, j'espère, ces politiques d'investissement social reposent sur ce type d'emploi et sont la condition de l'accès à l'emploi pour tout le monde, du progrès social, mais aussi de plus d'emplois et donc d'innovation et de créativité dans notre économie.